Imaginez un monde où l'échange des biens ne se fait pas en argent, mais se fait en troc, c'est-à-dire échanger quelque chose contre autre chose. Et dans ce monde, nous allons rencontrer Scott. Scott qui est un marchand curieux et surtout très ambitieux. Il ne sait pas encore, mais il est sur le point d'assister à la naissance d'un système révolutionnaire, c'est-à-dire le marché financier. Petit 1, les débuts des marchés financiers. À la fin du Moyen-Âge, l'Europe est en pleine expansion commerciale. Scott va être l'ami que nous allons avoir pour l'aventure. On va voir son récit au fur et à mesure du temps et l'évolution du marché financier. Avec lui, on va pouvoir découvrir toute cette évolution du début jusqu'à nos jours. C'est parti. Scott, il est fasciné par le marché international. Et à ce moment-là, il se retrouve où? À Bruges. Bruges, en Belgique, qui est le centre du commerce international. Les rues pavées de Bruges sont animées. Des marchands venus de toute l'Europe s'y rassemblent pour échanger des produits. En partant des étoffes précieuses aux épices rares, mais aussi avec du vin qui afflue de 4 coins du monde. Scott travaille d'abord comme apprenti auprès d'un marchand local et il découvre rapidement le fonctionnement des foires commerciales. Un jour, il entend parler d'une pratique révolutionnaire, le crédit. Au lieu de transporter lourdes charges de monnaie, les marchands établissent des contrats à terme permettant de payer une somme définie à une date future. Dans un premier temps, Scott il va être intrigué par cette innovation, c'est incroyable. Il va pouvoir payer plus tard tout en sécurisant sa transaction. À savoir que un peu partout dans le monde, le commerce commence à se diversifier et en Italie, les banques italiennes, les Médicis comme on les appelle, commencent à prêter de l'argent, ce qui va commencer à faciliter davantage le commerce pour les particuliers et les indépendants. Ce qui va marquer Scott dans un premier temps, c'est surtout les places publiques où les négociations se font. On va pouvoir acheter du bétail de l'un de nos voisins et le vendre peut-être à un riche marchand qui vient de l'autre bout du monde. Il trouve ça incroyable de pouvoir échanger des produits avec les personnes de son coin et pouvoir les vendre à des personnes qui viennent à des dizaines de milliers de kilomètres et qui vont à leur tour, eux aussi, pouvoir les revendre derrière. Évidemment, ce n'est pas un marché public à proprement parler, ça appartient à une famille très riche, une famille flamande, qui sont des marchands, c'est la famille Van den Beurs. C'est en leur nom qu'elles vont échanger des produits contre d'autres, donc elles vont être la garantie, et c'est ça qui va permettre de créer la première bourse à proprement parler, un endroit où tout est centralisé, qui est détenu par une entité et qui permet de redistribuer derrière les ressources. Point numéro 2, la création des premières actions. Et donc évidemment, on va suivre Scott un peu tout au long de notre aventure, et là on se retrouve au XVIIe siècle. XVIIe siècle, Scott il est où? À Amsterdam. Il fume pas de la bœuf? Non. Pourquoi il est à Amsterdam? Parce que c'est le centre névralgique du commerce mondial. Il découvre une ville qui est effervescente, c'est incroyable. Il y a des bateaux chargés de marchandises, que ce soit des épices, du lin, de la soie, de la cannelle, du sucre, bref, tout ce qu'il y a pour faire rêver un marchand au XVIIe siècle. Et donc c'est dans ce contexte qu'en 1602, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, voit le jour. La VOC propose au public, toi, moi, n'importe qui, de pouvoir investir dans l'entreprise et d'échanger des actions. Et donc si tu ne savais pas, une action, c'est la détention d'une part d'une entreprise. Attention, notre petit filou Scott, il est pas fou. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il est totalement fasciné par ce principe des actions. Et donc, lui, comme tant d'autres, il se présente pour venir acheter des actions de cette société. Et donc, c'est la première fois qu'une entreprise de cette ampleur-là n'appartient pas qu'à une seule famille qui est souvent très très riche pour pouvoir se payer des bateaux et pouvoir exporter tant de marchandises, mais là, elle est démultipliée à différents investisseurs qui sont anonymes. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Bon, Scott, il est jeune, mais il est pas con non plus. Donc ce qu'il va faire, c'est que lui, il veut quand même de la prudence. Il a de l'argent, mais il souhaite l'investir au bon endroit. Et donc, qu'est-ce qui lui certifie de pouvoir garder son argent et surtout de pouvoir récupérer la somme qu'il a investie? Les investisseurs vont créer des certificats papier qui vont indiquer la participation de chaque personne. Dans cette participation, on va pouvoir retrouver le nom de la personne, le montant qu'il a investi et potentiellement le montant de retour qu'il va pouvoir générer. Et donc ces familles très riches ont bien compris que elles avaient beaucoup de choses à perdre. Si l'expédition n'arrive pas à bon port, ça peut déjà être compliqué sur l'aller, mais en plus s'il faut tout se passe bien sur le retour, vous comprenez bien qu'il y a énormément de risques. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent transformer ce risque individuel en profit qui est plutôt collectif. En faisant ça, ils vont diviser leurs risques, même s'ils divisent aussi leurs profits, mais dans ce cas-là, ils ont moins à perdre et ils ont tout autant
à gagner. Et donc, les navires de la VOC deviennent un symbole d'espoir et de fortune potentielle pour monsieur et madame tout le monde. Attention les petits filous, on pourrait croire que les grandes sociétés auront envie d'arnaquer monsieur et madame tout le monde. Non, 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 ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, Scott, il est impressionné par l'organisation qu'il y a autour de tout ça. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'il y a la création d'un marché boursier autour des actions de la VOC. Et donc là, elles vont pouvoir être achetées et vendues soit sur les places boursières, soit sur les marchés et même dans les tavernes. L'idée principale, révolutionner les marchés publics autour des actions. Et grâce à ces actions, c'est ce qui donne les prémices, en tout cas la naissance, des marchés boursiers qu'on connaît actuellement. Troisième étape, l'expansion vers Wall Street. Alors que le XVIIIe siècle touche à sa fin, Scott entend parler d'un monde où les opportunités semblent infinies et sur lesquelles il aimerait aller. Et ce monde-là, c'est les États-Unis d'Amérique. Il prend un avion et il décolle pour les États-Unis. Donc on se retrouve 100 ans plus tard et on débarque à New York pour la première fois. C'est ici, sur une petite rue appelée Wall Street, que Scott assiste à une scène intrigante. En effet, Scott s'approche et il écoute un petit peu la discussion. Ces hommes viennent de signer un accord de Bretton Woods et on est actuellement en 1792. Et c'est par cet accord que 24 courtiers établissent les bases de ce qui deviendra plus tard la bourse de New York. Et donc Scott, sans le savoir, vient d'être présent à l'un des moments les plus importants du commerce mondial actuel. Un marché organisé où les actions et les obligations peuvent être échangées selon des règles très claires, strictes et précises. Et c'est même à ce moment-là qu'il découvre que le nom de Wall Street tire son nom d'un ancien mur de protection qu'avaient érigé les colons néerlandais. Et donc ça ne serait tardé, les premières entreprises cotées sont des banques et des compagnies maritimes, puisque à l'époque, dès que vous aviez de l'argent, vous deviez les placer en banque, puisque c'était de l'argent physique, vous deviez le stocker quelque part. Donc les banques étaient l'une des premières actions mondiales, et ensuite les compagnies maritimes évidemment, puisque tout ce que vous achetiez à gauche ou à droite dans le monde passait par les bateaux. C'était des sociétés qui étaient très très grandes et qui étaient très puissantes. Évidemment, un petit peu comme dans les films, comme on peut voir au Loup de Wall Street, etc., les salles de négociation sont très bruyantes, les transactions se font à la criée, et donc ça va être un petit peu comme les salles de vente aux enchères, c'est-à-dire que vous allez avoir un lot, et puis ça va être au plus offrant, celui qui crie le plus fort, ou en tout cas le plus gros montant, qui va remporter cette transaction. Et donc c'est avec cette fascination que marque l'aventure de Scott à Wall Street. Et nous amène à l'étape suivante, l'expansion mondiale et la naissance du capitalisme. Maintenant on se retrouve au 19e siècle où l'industrialisation transforme notre monde petit à petit. Scott, qui est infatigable de voyage, se rend maintenant dans les grandes capitales économiques. Paris, Londres et même Francfort. Et donc ce qu'il observe dans ces capitales, c'est que les révolutions économiques sont sans précédent. Plus il avance dans le temps et plus il voit des changements radicaux, rapides, efficaces et qui sont de plus en plus innovants. D'abord, il va se rendre à Londres, dans lequel il va assister à l'essor de la bourse de Londres, qui est l'une des plus anciennes et plus influentes du monde. Encore aujourd'hui, c'est toujours le cas. On va pouvoir retrouver les 3 plus grands secteurs d'activité qui sont présents sur la bourse de Londres, c'est-à-dire les entreprises de chemin de fer, les banques et la métallurgie. Son deuxième voyage se fait à Paris, où il va évidemment visiter les actions des plus grandes entreprises industrialisées dans le pays. Il va surtout trouver des fortunes colossales autour du pétrole, du textile et de la sidérurgie. Et donc à Paris, il va pouvoir observer l'émergence des premières banques d'investissement. Leur objectif va être de prêter de l'argent pour des projets industriels bien plus audacieux. Et donc c'est à ce moment-là que le capitalisme prend forme. Une dynamique où l'argent investi permet de financer des entreprises qui, en retour, créent encore plus de richesses. À ce moment-là, Scott, il va remarquer des disparités qui sont croissantes. On a l'enrichissement rapide de certains qui contraste avec la pauvreté persistante d'autres personnes. Et donc les grèves ouvrières et les revendications sociales commencent à secouer un peu l'économie. Scott, il comprend que maintenant les marchés financiers sont devenus un peu le moteur essentiel du développement économique mondial. Mais aussi une force qui est capable de modeler la société et ses aspects les plus profonds. Et Scott, il commence à comprendre qu'il y a des enjeux sociaux et économiques qui commencent à rentrer en conflit. Étape numéro 5, les grandes crises financières et leurs conséquences.
Bon, maintenant Scott, il commence à être rodé, il a fait des dizaines de pays, il a vu des dizaines de fonds d'investissement, d'actions différentes, il a évolué sur 300 ans différents, et donc Scott, il a vu énormément de crises qui ont un petit peu secoué les marchés financiers. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que Scott a vu des dizaines de crises financières différentes, mais il va surtout se rappeler de certaines qui vont graver l'histoire comme des moments décisifs de notre économie actuelle. En 1929, Scott, il est où? À New York. Et c'est quoi? C'est la fièvre spéculatoire qui a son apogée. La spéculation, pour faire simple, c'est le fait d'optimiser ses gains en fonction du temps. C'est-à-dire acheter le plus bas et revendre le plus haut le plus rapidement possible. Ce qui va mettre en opposition les investissements long terme, vous avez la spéculation. Bref, revenons à Scott. Ce qui va se passer, c'est que les investisseurs sont super motivés car vous avez des promesses de gains rapides grâce à cette spéculation. Et donc, ils vont commencer à emprunter massivement pour acheter des actions. Et c'est le 24 octobre 1929, le jeudi noir, que le marché s'effondre brutalement. Et donc à ce moment-là, on va voir une ruée des investisseurs qui vont être complètement paniqués. Ils vont même vendre leurs titres à perte. Et là, donc, ça va être le début de la Grande Dépression qui va plonger des millions de personnes dans la pauvreté. On fait un saut dans le temps et maintenant la deuxième crise majeure se situe dans les années 1980, plus précisément en 1987, où Scott va assister au lundi noir cette fois-ci. Et donc, les marchés vont chuter de manière inattendue en raison de quoi? De l'utilisation des premiers systèmes de trading informatisés. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à voir des technologies accélérant évidemment les vitesses de transaction, mais ce qui peut aussi amplifier les crises. Pourquoi? Car vous avez plus de volume qui rentre plus rapidement sur le marché. Et donc, qui dit plus de volume, plus rapide, si vous ne mettez pas de limite, de barrière ou de contrôle, vous pouvez faire fluctuer les marchés beaucoup plus rapidement. Scott, il va traverser les années, il va traverser les différentes crises qui vont mettre à ce moment-là l'importance de la régulation et de la transparence, protéger les investisseurs et l'économie. L'étape numéro 6, le marché financier moderne et l'avenir. Maintenant, nous nous situons dans le 19e siècle et Scott voit émerger les nouvelles technologies financières. Les bourses deviennent de plus en plus dématérialisées avec des vitesses d'exécution qui sont assez incroyables. Et donc maintenant, Scott, il s'intéresse à un marché numérique en tout particulier, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq est spécialisé dans les entreprises autour du domaine de la technologie. On voit l'essor des grandes entreprises numériques. On va avoir Amazon, Google, Apple, etc., etc. Et en fait, ces sociétés redéfinissent les règles économiques mondiales. Scott, il voit aussi l'apparition des crypto-monnaies. Et donc, il s'émerveille devant la montée du Bitcoin, par exemple, et puis la technologie que cela implique, la transparence qu'il y a autour des crypto-monnaies. C'est une monnaie numérique décentralisée qui rebat totalement les cartes du système financier traditionnel que l'on connaît. Attention, il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du capitalisme, de la surconsommation. Avec le temps qui passe, les industries et les gouvernements cherchent à être de plus en plus durables et en tout cas de faire des économies vertes. Ils vont essayer de concilier l'économie et le respect durable, le respect de l'environnement. C'est à ce moment-là que les marchés évoluent vers une finance plus responsable et qui sont motivés par des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux. Bon, finalement, Scott, il a beaucoup voyagé, il a parcouru énormément de choses et il a surtout été privilégié de l'évolution des marchés financiers. Il a vu transformer notre système et c'est ainsi que petit à petit, on a appris, on a évolué, on a essayé de mettre en place et que à chaque époque, on a autant des points positifs et des choses à améliorer, mais aussi des choses négatives. Bon alors qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ces voyages extraordinaires de Scott? Il nous apprend que les marchés financiers ne sont pas qu'une question de chiffres. Ils sont aussi le reflet de l'ambition humaine, des innovations, des erreurs et aussi des espoirs de tout à chacun. Ils sont le miroir de notre histoire collective. Ils nous ont façonnés grâce aux crises et grâce aux réussites. Et malheureusement, c'est l'histoire de Scott qui touche à sa fin. Mais attention, celle des marchés financiers n'est pas terminée, elle continue et elle évolue sans cesse. Et peut-être, on ne sait pas, que demain, un nouvel acteur inattendu, il laissera son empreinte et peut-être que ce sera toi
On ne sait pas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce vidéogramme. Merci d'être resté jusqu'ici. Il y a beaucoup de travail derrière cette vidéo, donc si vous avez apprécié, eh bien, merci du fond du cœur. Si vous avez kiffé cette vidéo, eh bien, déchirez-moi cette barre des pouces bleus, déchirez-moi la barre des abonnements. Ça serait le meilleur soutien que vous puissiez faire à cette chaîne et à moi-même. En tout cas, j'ai kiffé vous recevoir sur cette vidéo. C'était Triscan. Bye bye!